Eh bien, bonjour, bienvenue à ce webinaire MyFan Group, organisé en collaboration avec Harris Interactive. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Philippe Dumont, je suis directeur général de MyFan Group. J'ai également le plaisir de siéger au conseil d'administration de la Mobile Marketing Association. Je suis en charge notamment de la commission application mobile dans cette association. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Jean-Laurent Bouvray, qui est le directeur département NetObserver et développement digital chez Harris Interactive. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer très rapidement dans le vif du sujet. On a beaucoup de choses à vous présenter. On a un agenda assez ambitieux avec beaucoup d'informations à partager. Donc, je vous propose d'y aller directement. On va parler à la fois un petit peu en quelques slides de l'avènement du mobile, des grandes données clés du marché qui nous semble important de partager avec vous pour replacer un petit peu ce débat dans le contexte. On va ensuite rentrer un peu dans le vif du sujet, justement en voyant dans quelle mesure le mobile est en train vraiment d'avoir un impact majeur sur les stratégies marketing dans les entreprises d'aujourd'hui. Je laisserai ensuite la parole à Jean-Laurent qui va vous parler justement des usages et des attentes des utilisateurs mobiles. Et je pense qu'il y a énormément de données de son étude que vous allez voir, que vous allez pouvoir découvrir et qui vont vous donner, je pense, beaucoup de choses à réfléchir sur le mobile. Et puis enfin, on fera une rapide conclusion et une session de questions-réponses. Quand on parle de questions-réponses, justement, je tiens à vous préciser, si vous ne l'avez jamais utilisé, que cet outil que vous avez, qui est GoToWebinar, vous permet en fait de poser des questions à n'importe quel moment durant cette session. Quand vous allez suivre cette session, vous pouvez donc, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez également les poser à la fin de cette session et on y répondra donc dans l'ensemble de ces questions, soit dans le courant de la présentation, soit à la fin. Je tiens également à vous préciser, parce qu'il y a beaucoup d'informations encore une fois sur les slides qu'on va vous présenter, que vous recevrez une copie de tous ces transparents une fois la présentation terminée. Donc ne vous inquiétez pas, même s'il y a beaucoup de données, eh bien, vous aurez toutes ces données dans votre boîte de messagerie dans les 24 heures qui suivent. Voilà, donc je vous propose de démarrer tout de suite en parlant justement de quelques-unes de ces données clés de marché. Et vous voyez ici probablement une chose qui va se passer qui est particulièrement intéressante en 2013, c'est un peu ce point d'inflexion où les smartphones et les tablettes en cumulé vont devenir, en termes de base installée et non plus de vente, en vente, les courbes se sont déjà croisées il y a un an et demi, mais en base installée, c'est-à-dire l'utilisateur qui utilise ces outils, bien les tablettes et les smartphones vont devenir plus nombreux aussi bien dans le monde qu'en France dans le courant de l'année 2013. On s'attend à ce que cette bascule se passe aux alentours de fin Q2, début Q2, donc vraiment ces jours-ci. Donc c'est une marche relativement importante. Ce que je pense qui est vraiment important de voir également, c'est le fait que les smartphones deviennent de plus en plus présent dans l'univers des Français au jour le jour. Vous voyez ici que on a atteint pratiquement un Français sur deux qui est équipé de smartphones. Ça représente plus de 23 millions de possesseurs de smartphones en France. Et on a des gens qui utilisent régulièrement l'Internet mobile, puisque 72% de cette population, de ces 46,6%, eh bien, l'utilisent de manière régulière, soit quotidienne, soit quasi quotidiennement. Autre chose qui est importante également, c'est le fait que non seulement les smartphones sont en cours de démocratisation très large, mais également les tablettes. Et vous voyez qu'en un an, la France, qui n'était pas particulièrement très équipée en tablettes, eh bien aujourd'hui a connu une forte croissance durant le cours de l'année 2012. Sur les tout premiers chiffres qu'on vient de voir paraître sur 2013, on s'aperçoit que le graphique n'a pas encore été rafraîchi. On vient déjà de dépasser le cap des 5 millions de foyers équipés en tablette, donc il y a vraiment là aussi un très fort engouement pour ce genre d'outils mobiles. Et puis enfin le mobile, quand on le compare aux autres médias que vous pouvez connaître par ailleurs, la télé, la radio, la presse et même l'internet, et on s'aperçoit que c'est un média qui est en très très forte augmentation, puisqu'aujourd'hui on se rapproche de l'Internet classique en termes de temps passé sur ce média, et seule la télé reste en tête par rapport aux autres médias. Voilà, donc maintenant la vraie question en fait c'est quel est le rôle justement
du mobile dans les stratégies des marques, dans les stratégies marketing aujourd'hui. La première chose que l'on peut voir, c'est que effectivement les marques aujourd'hui elles se développent à grande vitesse sur le mobile. Et il y a quelques faits qu'on peut mentionner qui sont issus d'une étude de Gartner qui a été publiée en 2012, qui sont assez intéressants. Le fait que, bien évidemment, c'est là où l'audience se trouve. On s'attend à ce que durant le cours de l'année 2013, eh bien, on ait quelque chose comme 80 milliards de téléchargements d'applications dans le monde. C'est quasiment le double de ce qu'on a connu en 2012. Le nombre d'applications mobiles de relations clients qui va être disponible par les stores, qui sont limités donc principalement par les marques, sera multiplié par 6 entre 2013 et 2014. Le tiers des marques auront probablement intégré un moyen de paiement dans leurs applications mobiles d'ici 2015. Donc c'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un moyen de générer du revenu sur lequel on va voir apparaître le mobile. Et puis enfin, clairement, grâce à la diffusion de l'Internet mobile, eh bien, les applications mobiles seront probablement le premier moyen de communication entre les marques et les clients d'ici 2016. La vraie question, en fait, c'est pourquoi est-ce que tous ces changements se passent auprès des marques? C'est tout simplement parce que, eh bien, à chaque fois qu'il y a une vague technologique, cette vague technologique, elle induit de nouveaux comportements, elle appelle de nouveaux comportements, et c'est clairement ce que l'on voit aujourd'hui. Si on reprend les quelques décennies passées, on a vu que dans les années 70-80, la société de l'information a réellement créé à la fois une disponibilité de l'information très large, et les consommateurs sont devenus plus informés, ont vraiment développé de l'exigence en termes d'information sur l'ensemble des marques et sur l'ensemble des points de données du monde. L'Internet, ça a été quoi? Ça a été la possibilité, en fait, à la fois pour les marques, mais aussi pour les consommateurs, d'avoir une véritable information à la demande. Pas avoir uniquement un outil tel que la télé qui diffuse de l'information à l'instant T, mais réellement avoir une information disponible au bout de son clic de souris. Et les consommateurs, en fait, ils ont réellement pris l'initiative à ce moment-là de trouver l'information. Ils ont demandé à avoir des exigences d'exhaustivité en matière de cette information et de sa disponibilité. Les réseaux sociaux qui sont développés énormément dans les années 2000, ça a été l'opportunité pour les consommateurs de prendre la parole et d'avoir des exigences supplémentaires à travers les marques de réactivité, de transparence que vous connaissez tous bien aujourd'hui. Le mobile, les informations embarquées sur n'importe quel type d'appareils électroniques, etc. C'est encore une autre phase que l'on voit apparaître, sur lequel, là aussi, on induit en fait de nouvelles opportunités que les consommateurs vont saisir, et on peut dire que réellement, ils vont, grâce à ces outils-là, prendre le pouvoir et ajouter à leurs exigences à la fois de la proactivité, c'est-à-dire vraiment non seulement de la réactivité de la part des marques, mais de réellement être proactive, et surtout de l'instantanéité, c'est-à-dire de réagir virtuellement en temps réel. Ces nouvelles attentes, en fait, c'est réellement quelque chose qui se découpe entre un avant et un après mobile. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est quatre choses. C'est le fait que le monde physique et le digital, pour la plupart des consommateurs aujourd'hui, n'en font plus qu'un. C'est-à-dire qu'ils ne font pas vraiment une barrière aujourd'hui entre ce qu'ils découvrent à la télé, ce qu'ils découvrent dans un magasin et ce qu'ils découvrent sur un ordinateur ou sur le mobile. Ils ont vraiment besoin aujourd'hui de choses immédiates n'importe où et n'importe quand, et c'est vrai que la nécessité d'avoir l'information disponible à n'importe quel moment, que l'on soit au bureau, à la maison ou en déplacement, ça devient réellement une exigence de la part de ses clients. La nécessité aussi d'avoir quelque chose à la fois de très ciblé mais aussi de très pertinent. C'est vrai que on voit aujourd'hui de plus en plus dans les études que les utilisateurs sont de plus en plus zappeurs, et en fait ils sont zappeurs parce que en une fraction de seconde, ils prennent la décision de savoir est-ce que le message qu'on m'adresse, est-ce que je trouve comme information, c'est quelque chose qui est pertinent pour moi ou non. Si ça ne l'est pas parfaitement, eh bien c'est quelque chose qui ne conserve pas. Et puis enfin, je pense qu'il y a une quatrième chose que nous on appelle les 3 S, qui sont surprendre, simplifier et satisfaire, qui sont probablement un peu une recette magique, pas facile à obtenir, mais qui permet justement bien d'avoir le maximum d'impact, notamment avec des outils mobiles. On va y revenir. Alors,
Juste pour parler déjà de la partie parcours client et comment l'avant et l'après mobile se découpent. Comme vous le savez, le parcours client pendant des années, pendant des décennies, ça a été un entonnoir relativement standard dans lequel les différents médias venaient apporter de la connaissance et de l'information produit, et puis au fur et à mesure, le client en fait décidait de quelle marque considérée, enfin achetée, généralement dans un point de vente classique. Et la seule différence qui a eu lieu pendant pas mal d'années, c'est le fait que tout simplement ce parcours client il est devenu de plus en plus multicanal, c'est-à-dire que c'était plus seulement uniquement les journaux ou la radio, mais la télévision ou l'ordinateur. Donc il s'est un petit peu étoffé en matière d'achat. La grosse explosion qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quoi? C'est que eh bien, cet entonnoir classique, il est en train un petit peu d'exploser et il y a des petits morceaux qui retombent un petit peu éparpillés. Pourquoi éparpillés? Parce que en fait, la plupart des médias, eh bien, ils commencent à interagir à bien des endroits de cet entonnoir, non seulement au niveau de la considération et de l'information sur les produits, mais aussi et y compris dans l'évaluation et même au niveau de la conversion. Et c'est notamment vrai des outils mobiles qui viennent clairement concurrencer la façon dont l'entonnoir se faisait jusque-là, qui était une conversion classique, principalement, encore une fois, vers le point de vente. Aujourd'hui, y compris sur le point de vente, eh bien, un outil tel qu'un outil mobile, il peut amener un utilisateur, un client, à reconsidérer sa décision et puis à repartir dans une boucle dans laquelle il va reprendre un certain nombre d'informations, reconsidérer un certain nombre de marques, voire reconsidérer un certain nombre de moyens de commercialisation parce que justement on va trouver le même produit ailleurs. L'autre chose qui est vraiment importante à ce niveau-là, c'est le fait que effectivement le mobile induit de nouveaux comportements qui n'existaient pas auparavant. Le fait que aujourd'hui les mobinotes, eh bien ils sont très nombreux, ils sont 44% à vérifier les prix en magasin. Donc aujourd'hui ça ne suffit plus d'amener quelqu'un dans un magasin, il faut aussi le convaincre d'acheter quand il est là parce que il peut avoir l'information au bout de ses doigts à n'importe quel moment. Et il est vrai que quand on leur demande, eh bien ces utilisateurs ils disent que oui, s'ils vérifient les prix et s'ils s'aperçoivent d'une grosse différence, ils peuvent être prêts à retarder leur achat ou aller acheter ailleurs. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est ce qu'on appelle justement le showrooming aujourd'hui, et c'est vrai que ça concerne aujourd'hui quasiment tous les secteurs d'activité, puisque vous le voyez sur l'étude GfK Future Buy que vous avez en bas à droite de cet écran, et on s'aperçoit que ça concerne aussi bien l'électronique grand public, l'habillement, la nourriture, etc., etc. En parallèle en fait avec ce multicanal, on peut dire qu'il y a vraiment un avènement du multi-écran en fait qui existe aujourd'hui. Bien évidemment, non seulement 3/4 des Français sont aujourd'hui connectés à Internet, principalement avec un ordinateur, mais aussi avec un smartphone, avec une tablette, on l'a vu en termes de pénétration. Et ce qui se passe en fait, c'est que on passe réellement à du multi-écran et à de l'omni-écran, c'est-à-dire que non seulement on va avoir différents écrans dans la maison, mais on va les utiliser en parallèle. Et vous voyez ces tout derniers chiffres qui viennent d'être sortis par l'Observatoire GroupM SFR qui vous montrent que 60% des répondants, eh bien aujourd'hui, sont des multiscreeners hebdomadaires, au moins une fois dans la semaine. C'est-à-dire qu'ils utilisent plusieurs écrans à la fois. Et donc si on fait le ratio, ça représente quasiment un Français sur deux, là aussi, qui fait ce genre d'activité. Ça devient vraiment très, très impressionnant. Et bien évidemment, ces multiscreeners, dans une partie des cas, ils ont une activité sur leur tablette ou sur leur téléphone qui est en rapport avec ce qu'ils regardent. Et donc là, on se retrouve vraiment dans la notion de une utilisation simultanée de différents outils. Qu'est-ce que ça donne en fait en pratique en termes d'application, en termes de mobile? On peut citer par exemple l'exemple récent de Nissan qui a fait justement une opération avec l'utilisation simultanée de ces différents médias, à la fois la pub télé, une application mobile, une page Facebook, et le résultat c'est quoi? Eh bien c'est, comme vous le voyez, la possibilité en fait de taguer la publicité qui passe à la télé, de tomber en fait sur une application mobile qui permet de découvrir le 4x4 en question, et une page Facebook sur laquelle on peut se retrouver également, qui a un jeu et qui permet en fait justement de capturer de l'information utilisateur et de les faire jouer dans l'environnement de marque
Le résultat, c'est quoi? C'est, comme vous voyez, plus de 23 000 joueurs qualifiés. Et on voit que clairement ici, on a bien évidemment l'exemple type de une campagne qui non seulement va faire de l'image avec la télé, mais qui va clairement amener un utilisateur sur un site et donc à le qualifier et à pouvoir le toucher ensuite nominativement avec les différents outils qu'on met à sa disposition sur mobile ou sur Facebook. En parallèle, le mobile, c'est non seulement un écran supplémentaire, c'est aussi un outil qui est en train de redéfinir un petit peu la façon dont on peut imaginer la pertinence des messages pour les clients. Pourquoi aujourd'hui on a des informations clients qui sont stockées sur des CRM classiques de manière relativement statique. Et si on fait une action marketing, on va aller piocher dans cette base pour venir extraire un certain nombre de données et puis lancer cette action. En parallèle, qu'est-ce que l'on voit? On voit déjà avec l'ordinateur, mais vraiment aujourd'hui de manière très significative avec le mobile, eh bien, des données clients dynamiques qui viennent s'ajouter, qui sont la localisation, les activités, les feedbacks, la façon dont j'utilise mon application mobile, qui viennent se rajouter et en fait qui créent réellement, pour le coup, ce que l'on peut appeler de la big data. On avait déjà avec ces moyens classiques, clairement avec le mobile, on se retrouve avec une foison de données de manière très significative, qui là aussi va faire vraiment un avant et un après mobile. Pourquoi? Parce que justement, si on cumule ces données avec l'irruption du mobile dans le processus d'achat, y compris assez bas dans le processus d'achat, donc proche de l'acte d'achat lui-même, eh bien on va voir que justement ces données, on peut les convertir en données intelligentes, en smart data, si réellement on va au-delà de ce que l'on pouvait faire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on faisait quoi? Eh bien, on regardait ces actions marketing en attribuant l'acte d'achat généralement uniquement à la dernière action marketing que l'utilisateur a effectuée pour savoir si elle a été efficace ou non. Donc on avait une vue un petit peu biaisée justement de l'impact des différentes actions que l'on peut avoir sur le marketing mix. Les optimisations de ces actions, elles étaient souvent basées uniquement sur les conversions. Les messages que l'on concevait, on les concevait généralement pour une majorité des clients et pour des bases clients relativement larges. Quand on fait des publicités, on fait souvent des publicités par rapport à des segments standards de marché qui sont imposés sur une marque et pas forcément par rapport à son activité propre. Et enfin, on a un rapport principalement historique, c'est-à-dire avec un peu une vue sur le rétroviseur des données que l'on collecte. Le résultat, c'est quoi? C'est un marketing réactif au mieux, estimatif et généralement peu efficace. Peu efficace certainement par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le mobile, où on peut arriver, en utilisant bien les données, et bien à avoir une vraie compréhension du parcours client, à avoir une vraie optimisation en fonction de la valeur de chaque client, et donc là, de vraiment aller très très loin justement dans la pertinence de ce que l'on peut avoir par rapport à chaque client, notamment par rapport aux messages qu'on leur diffuse, par rapport aux publicités qu'on leur diffuse, et surtout avec la possibilité d'avoir réellement du rapport en temps réel, ce qui est globalement la façon la plus efficace d'avoir un marketing proactif, un marketing prédictif et un marketing efficace. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi en partie des attentes des clients aujourd'hui. Quand on parle également des clients qui disent moi je veux quelque chose pour moi et rien que pour moi, c'est vrai que là aussi si on se reporte quelques années en arrière, parler à un client c'était souvent un petit peu quelque chose qui pouvait être perçu comme assez abrupt ou comme assez rude. Quand on regarde parfois effectivement un certain nombre de publicités qui en fait ignoraient un petit peu le contexte dans lequel les clients pouvaient les voir. Et c'est vrai que moi j'aime bien cette image où on disait mais la publicité des fois c'est un peu comme si on donnait un coup de poing dans la figure à quelqu'un. Aujourd'hui c'est vrai que on peut réellement complètement renverser le phénomène et réellement remettre le contrôle de la communication dans les mains du client. C'est un peu déjà ce qu'on a fait quand on a mis en avant toutes les notions d'opt-in avec les emails et avec toutes les actions clients que l'on connaît aujourd'hui sur ordinateur. Je pense que c'est encore plus vrai avec le mobile. Et pourquoi? Parce que le mobile aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous permet de réellement avoir des informations que vous pouvez donner au client et sur lequel il va pouvoir choisir, par exemple, à quel moment il reçoit des messages, quel type de message il reçoit, quel type d'alerte il lui convient et réellement qu'est-ce qu'il décide d'avoir comme type d'information de la part d'une marque. Et
cette information-là, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois une valeur pour le client, mais aussi une valeur pour la marque, parce que, encore une fois, c'est l'assurance d'avoir quelque chose de très ciblé par rapport à ses clients. L'autre chose qui est intéressante, c'est réellement de combiner à la fois ces préférences clients dont on vient de parler, le profiling CRM, les données dynamiques, et réellement d'essayer d'évoluer d'un marketing relationnel à un marketing conversationnel. C'est évidemment un horrible néologisme que je viens de faire, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de dire on est vers une application sur laquelle on peut avoir des interactions, on peut dire bah, tiens j'aime bien, tiens je partage, tiens je donne mon avis, et puis une application qui va communiquer vers moi et qui va me donner des informations qui sont réellement pertinentes par rapport à mes souhaits, par rapport à mon utilisation d'une application et par rapport à mon environnement et à mon contexte actuel. Et puis dernière chose qui est vraiment impressionnante sur le mobile, c'est justement le fait qu'une expérience personnalisée, eh bien, elle a vraiment un impact qui est sans commune mesure avec les médias que l'on peut connaître aujourd'hui. Vous avez ici un exemple des taux de retour sur les différentes actions qu'on peut adresser à l'utilisateur, que ce soit des publicités Facebook, des bannières, des liens sponsorisés, des emails, des SMS, déjà mobiles, ou des push notifications. Vous voyez que dès qu'on se déplace vers le mobile et surtout avec les push notifications, on peut avoir réellement des taux d'impact, des taux de conversion qui sont extrêmement intéressants. Et pour autant que l'on ait un bon outil justement pour gérer ça, réellement le mobile c'est quoi? Eh bien c'est la possibilité d'avoir un suivi de conversion de ces utilisateurs et d'avoir réellement un vrai outil qui nous permette en fait d'engager la conversation avec le client et de l'engager de manière extrêmement efficace. Je vous parlais un petit peu de surprendre, simplifier et satisfaire. Je voudrais vous montrer là un exemple qui malheureusement n'est pas un exemple français, même si j'espère que très bientôt on aura le même style d'exemple en France. C'est l'exemple de Starbucks aux États-Unis, qui justement a tout fait pour à la fois surprendre, pour simplifier la vie de ses utilisateurs, de ses clients et pour les satisfaire. C'est à la fois des actions d'engagement, de vente et de fidélisation. L'ensemble de ces outils sont sur le mobile. Et aujourd'hui, le statut, c'est quoi pour Starbucks? C'est sur une initiative qu'ils ont commencé réellement en 2012, donc relativement récente, c'est avoir atteint 10 millions d'utilisateurs actifs de l'application. Pour vous donner l'ordre d'idée, c'est non seulement une base relativement importante, mais c'est aussi quelque chose qui est en très forte croissance, puisqu'ils en acquièrent plus de 80 000 par semaine. Et c'est là où ça devient intéressant, quelque chose comme 10 millions d'utilisateurs également de leur programme de fidélisation, My Rewards, et c'est surtout 2 millions de paiements par semaine fin 2012 qui sont devenus aujourd'hui 4 millions de paiements par semaine en avril 2013. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente aujourd'hui 10% des revenus de Starbucks aux États-Unis qui se font via le mobile. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, nous ouvre les yeux, nos clients aussi, sur la façon dont le mobile peut réellement être un acteur vraiment impressionnant en termes de génération de revenus, pas seulement de relations clients, mais réellement donc, un facteur de business. Et là, on parle réellement d'une chaîne qui a des magasins physiques et qui vend des produits physiques. C'est pas du tout acheter une chanson sur iTunes ou acheter un billet dématérialisé sur un service X ou Y. C'est vrai que ces services, ils ont déjà connu une forte croissance sur le mobile. Aujourd'hui, réellement, on est en train de basculer vers un nouveau monde où réellement les utilisations du mobile sur des business très classiques, brick and mortar, comme on les appelle, eh bien, a un impact très significatif. Et vous le voyez, c'est quelque chose qui est on ne peut plus reproduisible ou reproductible sur beaucoup de types de business que l'on peut connaître en France, encore une fois avec des pénétrations et des utilisations de mobiles que l'on a qui sont très similaires à celles qu'on connaît aux États-Unis aujourd'hui. En gros, globalement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le mobile, c'est globalement un appel à nous, à nos clients, à vous, bien de venir faire le pas vers un marketing qu'on pourrait appeler on demand, c'est-à-dire à la demande du client, et surtout un marketing temps réel. Bien évidemment, c'est pas évident, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de planification, ça demande beaucoup de réinvention d'un certain nombre de processus, mais clairement, il y a à la fois un avenir sur la pertinence des messages, sur le relationnel client, sur la satisfaction client et sur le chiffre d'affaires qui est très significatif.
Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Jean-Laurent qui va vous parler justement de manière très précise de justement comment en France le mobile révolutionne les usages avec justement l'étude que Harris vient de faire autour de tout ce qui est utilisation des applications mobiles. Jean-Laurent? Oui, bonjour à tous. Merci Philippe pour cette présentation. Voilà. Donc après ce passage en revue par Philippe du rôle et... Oui, Oui, je disais, je t'ai passé la main vous m'entendez? en Très termes de bien, souris et de clavier, donc tu peux y aller. merci beaucoup. Donc après, oui, effectivement, ce passage en revue là, par Philippe du rôle et de la place du mobile dans les stratégies marketing, moi de mon côté, en fait, je vais revenir plus en détail sur les usages et les attentes justement des mobiles. On a pu l'entrevoir dans sa présentation, le mobile a véritablement révolutionné nos usages aujourd'hui. On voit qu'il est utilisé autant en mobilité qu'à domicile, seul ou en présence d'autres personnes, pour effectuer une seule ou plusieurs choses à la fois en fait. On l'a vu également au travers du phénomène de multitasking et de second écran. Donc il accompagne le consommateur partout, à tout moment et en toutes circonstances. Les usages du mobile empiètent de plus en plus sur les usages du poste fixe, quel qu'il soit, s'informer, se divertir, gérer son compte bancaire, consommer. Et ils vont désormais en fait bien au-delà de la seule réponse à un besoin d'accès immédiat à une information. Et c'est ce que traduit l'explosion du trafic mobile à laquelle nous assistons et la part croissante du mobile dans le trafic de certains sites, puisqu'il peut atteindre effectivement entre 30 et 40% déjà à l'heure actuelle. Et donc au cœur de l'écosystème mobile, les applications dominent. Et c'est ce que je vais vous illustrer au travers des résultats effectivement d'une étude qu'on a réalisée en ligne au cours du 4e trimestre 2012 auprès d'un échantillon représentatif de 7000 internautes français de 15 ans et plus. Donc cet échantillon de 7000 internautes, on en a extrait 2 groupes d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire connectés à Internet au cours des 30 derniers jours. Donc depuis leur smartphone, donc là vous le voyez ici, ce sont les smartphones, et on verra plus tard donc, les tablenautes qui eux donc, se connectent effectivement depuis leur tablette, et sur lesquels je passerai un peu plus rapidement. Donc ce qu'on voit sur ce slide, en fait c'est la place privilégiée donnée aux applications selon les principaux usages d'Internet depuis son smartphone, classés en ordre décroissant. On constate ainsi que la navigation en fait, sur les sites Internet mobiles ne l'emporte devant les applications que pour la consommation, qui arrive par ailleurs en dernière position des usages du web mobile, même si elle reste quand même le fait de plus d'un smartphone sur 2 à l'heure actuelle. On le voit ici avec 53%. Donc c'est logique en réalité, parce que dans la consommation, on intègre à la fois l'achat mais aussi la comparaison. Et dans le but effectivement de comparer les prix ou les objets achetés, en fait les mobiles privilégient les sites aux applications shopping parce que ces applications shopping elles sont la plupart du temps mono-enseignes en réalité. Donc si on regarde maintenant ce qui se passe sur les tableaux-notes, donc on constate en fait un plus fort équilibre dans la répartition des usages entre appli et le passage par le navigateur, donc l'usage du site web, du site mobile. Et en fait, là, dans la hiérarchie des usages également, on constate une inversion par rapport au smartphone entre la communication et la consommation. On voit là en fait la consommation à 83%, elle remonte en 3e position des usages du web depuis sa tablette. Et elle se retrouve à un niveau similaire à l'information, donc à 84%. Et donc on voit effectivement qu'il y a un usage fort des tablettes pour consommer, un véritable phénomène du e-commerce dont on entend effectivement déjà pas mal parler. Et sur tablette, sinon, d'autre part, donc la préférence effectivement donnée au site pour consommer, on le voit à 61%, est également encore plus forte que sur smartphone. Alors, donc là, en fait, ce qu'on voit sur ce slide-là, donc nous, on a isolé en fait 4 bonnes raisons, cette fois côté marque et non plus utilisateur, pour développer justement une application, une ou plusieurs d'ailleurs. Et donc, ce qui ressort ici, c'est qu'effectivement,
Aujourd'hui, c'est particulièrement pertinent pour une marque de développer une application du fait de la présence permanente et la place de choix qu'une application peut occuper dans l'univers du consommateur, mais aussi donc, la continuité dans la relation avec le consommateur qu'elle va induire et dans l'usage au travers des notifications push également. Mais également l'amélioration de l'expérience utilisateur, notamment par rapport justement au site mobile, puisque les applications effectivement permettent, qu'elles soient natives ou qu'on parle de web apps ou même d'applis hybrides, permettent effectivement une expérience utilisateur nettement plus avancée effectivement que ce qu'on peut retrouver sur un site mobile. Et dernier point, la monétisation des services, puisque effectivement il y a des applications qui peuvent être proposées soit en mode payant dans les stores, donc aujourd'hui on en voit de moins en moins, mais effectivement il y a d'autres modèles qui s'installent comme le freemium notamment, qui permettent là, après téléchargement d'une application gratuite, d'accéder à certaines options en mode payant. Et on voit effectivement que pour certains éditeurs, notamment de presse, sur iPad par exemple, ils arrivent particulièrement bien à monétiser des services à travers des applications. Donc je vais maintenant vous présenter les 3 étapes clés que nous avons identifiées chez Harris Interactive, justement pour réussir son application. Donc la première étape, ça va être déjà de connaître et de comprendre les usages de sa cible. La seconde, d'évaluer et de prétester ses contenus et services avant lancement. Et enfin, la dernière étape, de mesurer l'efficacité d'utilisation après lancement. Donc, pour commencer sur la première étape, connaître et comprendre les usages de sa cible. Donc en fait là, en termes de protocole d'études associés à cette étape, on mettra en place des études de type usage et attitude ou des typologies d'utilisateurs. Donc qui vont répondre effectivement à ces questions. Et en fait, moi je vais illustrer cette première étape justement au travers des résultats d'études, de l'étude qu'on a menée et qui s'apparente effectivement à une étude de type usage et attitude. Donc pour commencer, en fait, on va faire un rapide point sur justement l'état du marché mobile donc à fin 2012, donc en termes de part de marché notamment. Donc là, ce qu'on voit sur la population des smartphones ici, c'est effectivement la montée d'Android qui est connue, et effectivement au détriment d'Apple, puisque alors que entre le 4e trimestre 2011 et le 4e trimestre 2012, Android a gagné 10 points de part de marché, on voit que Apple en a perdu 5. Sur les autres, effectivement, OS, on voit une faible montée effectivement de Windows et un déclin de BlackBerry. Si on regarde maintenant la situation sur les tableaux notes, donc là on voit qu'en fait Apple reste dominant, du fait notamment du succès de son iPad avec ses différentes versions. Mais bon, là également, sur ce marché-là, Android effectivement est en très forte croissance et occupe déjà 40% du marché. Donc là on est vraiment sur des marchés qui sont vraiment dominés par ces 2 acteurs. Donc la question qui se pose ensuite, c'est naturellement de savoir à qui on s'adresse, donc qui sont les smartphones et qui sont les tablonautes. Et donc si on regarde déjà les smartphones, donc qui pour rappel, on est dans un univers dominé par Android, d'où le vert. Donc on a une population à 58% masculine et à 58% donc composée vraiment de jeunes de 15-34 ans. On a 41% de CSP+, et 25% des smartphones qui sont issus de régions parisiennes. Donc si on regarde très rapidement les différences avec les clients d'Apple cette fois, donc qui sont minoritaires, on voit que les clients d'Apple sont nettement plus CSP+, qui sont 50%, et plus effectivement présents encore sur la région parisienne. Donc ça sont les caractéristiques les plus distinctives entre les 2 OS. Si on regarde maintenant les tableaux notes, donc là qui est un univers qui reste dominé par Apple cette fois, donc on est sur une population également très masculine, 60% d'hommes, et donc un peu plus âgée, puisqu'on a 60% de 25-49 ans, ce qui s'explique également par le coût de ces devices, même si on le sait, les tablettes enregistrent des taux, des baisses en fait de leur prix très fortes, de 30% là, sur l'année dernière. Donc un accès à ces devices qui est de plus en plus, qui est appelé à se démocratiser. Donc là on est sur une population, là encore, quand même
très CSP+, près de la moitié, donc toujours lié à beaucoup des devices notamment, et très région parisienne, puisque plus d'un quart, effectivement, sur cette population. Donc si on regarde cette fois, effectivement, les clients de Google, Android, donc là on a une population encore plus masculine, à 67%, moins CSP+, et moins présente en région parisienne. Donc si on dresse maintenant en fait l'inventaire du nombre d'applications présentes sur les smartphones, on voit aujourd'hui qu'on a 35 applications installées en moyenne. Et donc ce premier point montre la difficulté justement pour une application d'émerger sur le marché, puisque quand on sait qu'en moyenne dans les 2 stores principaux, ceux de Google et d'Apple, on a plus de 800 000 applications disponibles, on voit qu'aujourd'hui la part de voix d'une application est de 1 pour 20 000, donc ce qui vous montre cette difficulté effectivement d'émerger. Donc sur ces 35 applications, il y en a 3 payantes, 11 sont utilisées régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, 5 quotidiennement, et 10 applications ne sont jamais utilisées. Donc qu'elles soient effectivement encore présentes, on ne parle même pas effectivement là, de celles qui sont désinstallées. Alors, on est aussi sur un écosystème très dynamique, et où il y a une très forte rotation. Donc il y a 9 applications qui ont été téléchargées au cours des 3 derniers mois. Et sur ces 9 applications, il y en a un tiers, donc 3, qui ne sont déjà plus du tout utilisées. Ce qui vous montre effectivement la rotation. On a 82% des smartphones par ailleurs qui utilisent des applications au moins une fois par semaine, 22% des smartphones qui installent au moins une nouvelle application toutes les semaines, et 44% qui désinstallent en fait une application également au moins une fois par mois cette fois. Donc on est aussi sur un marché très, très concurrentiel. Alors si on regarde très rapidement ce qui se passe sur la géolocalisation et les notifications, on voit que ces 2 fonctionnalités sont très bien acceptées à l'installation d'une nouvelle application, puisqu'il y a 75% des smartphones qui ont déjà autorisé la géolocalisation et 62% des smartphones qui ont déjà autorisé les notifications push. Et dans les 2 cas, on a à peu près un quart qui autorise à la fois géolocalisation ou notification push régulièrement. Donc on a vraiment là des opportunités d'interaction circonstanciée avec les consommateurs. Donc, ce qu'on retrouve par exemple sur des fonctionnalités mises en place par Apple avec son passbook. Oups, je suis passé un peu vite. Voilà, excusez-moi. Alors voilà, donc si on regarde maintenant les catégories justement d'applications utilisées, et les marques en fait les plus citées par les smartphones. Donc là on est vraiment sur des applications qui ont une récurrence d'usage les plus fortes. Donc là vous voyez sur la droite en fait l'écran titre aujourd'hui d'un smartphone en termes d'applications qu'il utilise le plus souvent. Donc je vous laisse y jeter un œil, on y reviendra éventuellement si vous avez des questions à la fin du webinaire. Alors si on revient cette fois sur les usages justement du smartphone, on voit en fait que les services de préparation à l'achat aujourd'hui sont parmi en fait les plus fortement utilisés. Donc que ça aille de la localisation d'un magasin à 70% d'usage jusqu'à la comparaison des prix en magasin qui là concerne effectivement déjà un tiers en fait de l'ensemble des smartphones. Donc si on s'intéresse cette fois donc à des usages moindres, mais en fait, aujourd'hui vous voyez sur ces usages, en fait, si vous cumulez les barres en bleu et celles en verte, en fait, si vous cumulez l'usage en bleu et l'intérêt en fait pour les non-utilisateurs en vert, donc là en décroissant, on voit que là, la dématérialisation, le e-commerce et la remontée d'avis consommateurs suscitent effectivement beaucoup d'intérêt, puisque dans tous les cas, ces usages sont plébiscités majoritairement par les smartphones. Donc à l'inverse, en fait, on a des usages plus récents qui sont effectivement à la fois moins utilisés et qui intéressent, qui semblent moins intéresser, on va dire, les smartphones lorsqu'on les interroge. Mais il faut faire très attention effectivement à l'interprétation de ces résultats, dans la mesure où là on est vraiment sur des usages nouveaux, donc en fait relativement méconnus par les utilisateurs,
et sur lesquels en fait ils vont avoir du mal à se projeter. Donc en réalité, on est finalement sur les usages de demain sur ce slide, et ceux sur lesquels il est urgent en réalité pour une marque de se positionner. Donc si on regarde effectivement le dernier usage, là c'est le second écran, en mixant à la fois l'utilisation de programmes et de publicité. On voit effectivement que les taux d'usage sont très faibles et les taux d'intérêt paraissent également faibles, alors qu'on est sur des phénomènes, nous on a pu le voir au travers d'autres études qu'on a menées avec des annonceurs de ce secteur, qu'on est sur des phénomènes effectivement très, très importants sur ce phénomène de second écran. Alors on va passer sur l'étape 2, en fait, qui consiste effectivement, avant le lancement d'une application, à l'évaluer et la protester. Donc là, en termes de protocole d'études associés à cette étape, on va naturellement mener soit des audits qualitatifs ou quantitatifs au travers de tests utilisateurs. Et donc je vais illustrer cette étape au travers également de résultats d'études. Donc, et notamment, le premier résultat, on a posé la question en fait aux smartphones toujours, des critères en fait les plus importants à leurs yeux en fait pour une bonne application mobile. Et ce qu'il en ressort en fait, c'est en vert, là, la rapidité d'accès à l'information, c'est que le premier bénéfice d'une application, notamment par rapport à un site mobile, c'est naturellement le gain de temps. Donc c'est pas surprenant, mais c'est ce qui ressort effectivement ici. Donc le deuxième ingrédient clé, pardon, donc ça va être l'ergonomie. On en parlait aussi également tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'une application permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Et donc c'est ce qu'on retrouve ici en termes dans les ingrédients d'une bonne application, l'ergonomie, la simplicité, le confort et la lisibilité, qui arrivent en deuxième position. Devant, donc la sécurisation des données, qui est un élément clé aussi sur mobile. C'est particulièrement important parce qu'on est sur des devices qui, on le sait, en fait, peuvent être volés notamment. Et ça, effectivement, c'est assez anxiogène pour les utilisateurs de savoir que des données confidentielles qu'ils pourraient stocker sur leur téléphone puissent partir dans d'autres mains suite à un vol. Alors, sur les autres ingrédients, en fait, on va passer sur la barre bleue du pas, à savoir l'absence de publicité à 48% et d'inscription obligatoire à 42%, qui sont là des éléments effectivement inverses, à savoir qu'on en demande l'absence. Donc c'est souvent le cas hein, sur la publicité. C'est vrai que quand en déclaratif dans des études, vous posez la question en personne, c'est rare qu'elle vous encense la publicité. Donc c'est assez logique de retrouver ça ici. L'inscription obligatoire, en fait, là, ça fait référence à la nécessité de s'inscrire effectivement avant d'utiliser une application. Donc ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui, malheureusement, même avec des process de Facebook Connect et autres, pour faciliter cette démarche, nécessitent quand même une inscription obligatoire, et souvent, en fait, le font avant même d'avoir permis à l'utilisateur de se familiariser avec le contenu de l'application. Donc c'est là où ça bloque, dans la mesure où c'est vrai qu'un utilisateur, il a besoin, lui, de voir le bénéfice qui va être apporté par l'application pour se faire une idée avant de l'utiliser. Donc après, on retrouve le contenu, finalement, il semble assez loin dans la hiérarchie là, des critères indispensables à une bonne application, mais on va voir par ailleurs que ça reste naturellement clé. Et en réalité, il arrive relativement bas parce que c'est un prérequis dans l'esprit des consommateurs. S'ils utilisent une application, c'est que naturellement, le contenu va répondre à leurs attentes en termes de qualité et d'utilité. Et enfin, en dernière position, on retrouve le design. Donc justement, on va regarder maintenant l'inverse quelque part, à savoir, en fait, on a demandé, vous vous rappelez peut-être, je vous ai dit, sur 35 applications, on a vu, il y en avait 9 en fait qui avaient été téléchargées au cours des 3 derniers mois, et sur ces 9 applications téléchargées au cours des 3 derniers mois, 3 n'étaient déjà plus du tout utilisées. Donc en fait, on a demandé à ces personnes qui n'utilisaient plus ces applications les raisons tout simplement de non-utilisation de ces applications à l'issue de 3 mois. Donc, et on voit que parmi les raisons invoquées, donc, on retrouve en fait des phénomènes, un phénomène comment dire, de curiosité, un phénomène effectivement de découverte en fait dans les stores aujourd'hui.
reste important, puisque les utilisateurs effectivement vont dans les stores sans but précis et vont télécharger des applications par curiosité encore pour 60% d'entre eux. Donc, ce qui est logique après de retrouver dans des abandons d'usage ces applications. Par ailleurs, il y a aussi un effet important de zapping, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, on est sur un marché où l'offre est pléthorique, hein, avec 800 000 applications disponibles, pour rappel, dans chacun des deux stores, enfin des deux principaux stores. Et donc, il est logique, effectivement, aujourd'hui, que une partie des utilisateurs, près d'un tiers, ait cette démarche de télécharger plusieurs applications, les comparer et ne conserver effectivement que la meilleure. Donc ce qui est intéressant ensuite, c'est effectivement le retour du contenu en fait sur le devant de la scène, puisqu'on voit qu'il y a pour quand même à peu près un smartphone sur deux, le contenu de l'application, le fait que le contenu justement ne réponde pas à leurs attentes, est une cause naturelle d'abandon de l'usage. Et ensuite, il y a aussi le fait que sur certaines applications, on en a un usage à un moment T, et donc ce côté effectivement, je ne désinstalle pas l'application, mais je ne l'utilise plus parce que j'en ai plus besoin en ce moment, mais j'y reviendrai à un moment où j'en aurai à nouveau besoin. Donc ça, c'est le cas pour 36% d'entre eux. Donc on va passer maintenant à la troisième et dernière étape, à savoir donc, mesurer l'efficacité de ces actions. Donc en termes de protocole d'études associés ici, donc on a des études de profiling et d'évaluation, donc des bilans quantitatifs, et je vous présenterai effectivement très rapidement un dispositif après être rentré à nouveau là, dans des résultats d'études pour illustrer cette étape. Excusez-moi. Alors, donc aujourd'hui, justement pour mesurer l'efficacité d'une application, en fait, on a demandé toujours au smartphone en fait, quel était en fait l'impact pour eux d'une bonne application. Et ce qu'on voit en fait, c'est quel que soit l'objectif en fait qui va être assigné à une application, donc qu'il s'agit d'un objectif d'image et de conquête, de vente, de relation client ou de fidélisation, on voit que dans tous les cas, en fait, quand on a une bonne application, l'effet est positif naturellement sur ces différents critères pour l'utilisateur. Donc essentiellement, donc, sur l'image et conquête, on voit que l'image pour la marque éditrice de l'application est positive, est plus positive en fait suite à l'usage de l'application. Et en termes de fidélisation, on voit qu'une bonne application va augmenter potentiellement le niveau de satisfaction par rapport à la marque de l'utilisateur. On sait que Disney, par exemple, a mené des études auprès des visiteurs de son parc Disneyland Paris et a comparé justement les taux de satisfaction parmi des utilisateurs et des non-utilisateurs de leur application mobile. Et en fait, on voit qu'ils ont constaté effectivement un taux de satisfaction nettement supérieur parmi les utilisateurs de leur application. Donc ça, c'est un exemple pour illustrer ce point. Alors si à l'inverse, effectivement, on a une mauvaise application mobile, qu'est-ce qui se passe? On voit en fait le premier point qui ressort, qui rejoint le fait qu'on est sur un marché où l'offre est pléthorique et qu'il y a énormément une concurrence très forte, c'est naturellement cette tentation pour l'utilisateur, tout simplement de passer au téléchargement de l'application du concurrent. Avec le risque naturellement pour la marque qui ne répond pas aux attentes et qui donc suscite cet intérêt de la concurrence pour son utilisateur, que cet utilisateur ne revienne malheureusement pas ensuite vers l'application de la marque. Donc ça c'est le principal point d'achoppement d'une mauvaise application. Voilà, j'en ai presque terminé. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, donc là je vais très rapidement vous parler d'un outil justement pour mesurer l'efficacité de ces actions, donc à savoir MOpserver en fait, que Harris Interactive a lancé en fait le 18 mars dernier, et donc dont la première session s'achève à la fin de cette semaine. On a eu en fait 50 marques
éditrices qui ont participé à cette enquête, qui nous a permis de nous constituer une première norme en fait d'efficacité des supports mobiles sur le marché. Donc essentiellement des marques médias. Vous avez peut-être été vous-même soumis à l'étude parce qu'elle a été très très visible sur les différentes applications du marché. On a tourné par exemple sur des applications comme Le Bon Coin, Marmiton, Allociné, donc quand même des marques avec des usages, des références d'usage très fortes, et puis beaucoup de marques médias aussi très très importantes comme Radio France, RTL et de nombreuses autres. Donc cette solution d'étude, en fait, elle a l'avantage d'être proposée gracieusement par Harris Interactive. Donc tout simplement parce que nous on se sert de ces études en fait pour recruter notre panel. Donc ce qui nous permet de proposer cette étude gracieusement, c'est-à-dire donc sans en faire de chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que chaque personne qui va répondre à cette étude, tout simplement, on va lui proposer de rejoindre notre panel et c'est comme ça que nous, on se rémunère quelque part sur ce type d'études. Donc c'est aussi ce qui en fait le succès sur le marché. Et voilà, mais de toute façon, si vous avez des questions à ce sujet, vous pourrez revenir vers moi. Mes coordonnées sont disponibles naturellement auprès de Philippe, ou de toute façon je vous enverrai la présentation avec les coordonnées. Voilà, et pour terminer, donc juste une petite conclusion rapide sur ce webinaire. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement là on en est qu'aux prémices encore aujourd'hui de la révolution mobile. Donc Philippe en a parlé en fait, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui on y est presque déjà, mais clairement le mobile va devenir le point de contact privilégié entre la marque et le consommateur, du fait de la simplification de la vie que ça va lui amener, donc au travers d'outils tels que les assistants shopping, par exemple la dématérialisation, hein, dont on a vu aujourd'hui les taux d'intérêt déjà auprès des smartphones, et puis ça peut aller jusqu'au terminal de paiement, comme Philippe nous l'a montré au travers de l'exemple de Starbucks aux États-Unis. Et donc les applications effectivement au sein de cet écosystème mobile, elles représentent une formidable opportunité de continuité de relation et de récurrence d'usage. Donc c'est particulièrement important effectivement pour les entreprises aujourd'hui d'intégrer durablement le mobile dans leur stratégie marketing et de ne négliger effectivement aucune des 3 étapes clés que j'ai pu vous présenter pour y parvenir. Parce que en fait, effectivement, un des principaux enjeux pour les entreprises, ça va être de comprendre justement les usages et les attentes de leurs consommateurs pour s'assurer de l'efficacité et de la pérennité de leur stratégie mobile. Voilà. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci Jean-Laurent. Philippe. Oui, merci Jean-Laurent. Ce que je vous propose, c'est de très rapidement terminer en vous disant que vous aussi également, on est à votre disposition si vous avez des questions sur la stratégie mobile. Ce que justement MyFile Group propose, c'est, je pense que vous l'avez un peu compris, c'est à la fois un conseil sur nos différents clients sur leur stratégie marketing mobile. On a également un certain nombre de modules préintégrés dans vos applications. Par exemple, un de ceux que vous avez vu rapidement dans la présentation, c'est un outil qui s'appelle My Notification qui vous permet d'avoir un genre de super fonction de notification qui vous permet à la fois de demander aux clients ses préférences, mais aussi de cibler très finement les notifications que vous allez envoyer à chaque utilisateur de manière très très poussée. On fait également du développement d'applications mobiles et tablettes pour nos clients. Et puis enfin, on travaille beaucoup sur toutes les notions d'app marketing, c'est-à-dire aider nos clients à la fois à ce que leurs applications soient téléchargées et surtout soient utilisées, comme l'a dit Jean-Laurent il y a quelques instants, c'est vraiment important, utilisées de manière régulière, de manière fidèle, avec un gros ROI et une monétisation importante. Et notamment là aussi, on a un module prêt à l'emploi qui s'appelle TrackMob et qui permet justement d'avoir une très très bonne analyse et un bon ROI de ce que l'on génère avec son mobile, en permettant d'avoir pour chaque action marketing de son application, eh bien, la provenance des utilisateurs et qui permettent ensuite, grâce à un seul SDK, de remplacer tous les SDK qu'on peut avoir aujourd'hui, justement quand on crée des applications, et qu'on veut les diffuser sur les différents canaux qui existent aujourd'hui. Là, on a un SDK qui permet d'être un SDK unique et qui va donc permettre d'identifier la performance de chacune de ces actions d'app marketing. Voilà, donc nous on est à votre disposition si vous avez des questions. Ce que je vous propose justement, eh bien, c'est de passer à la partie questions-réponses.
Alors, comme l'a dit Jean-Laurent, mais je le répète, hein, il y a également un email qui va vous être envoyé avec une copie de tous les slides qu'on vous a présentés, ainsi qu'une copie de notre livre blanc qui s'appelle les 7 facteurs clés de succès dans votre stratégie mobile. Donc vous recevrez ces deux éléments dans les 24 heures qui suivent. Et puis, donc Jean-Laurent et moi, on se tient à votre disposition pour toutes les questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le fil de questions que vous avez à votre disposition. Ce que je vous propose, c'est déjà de commencer à prendre celles qu'on a, et puis donc n'hésitez pas à en rajouter par rapport à celles qui sont intéressantes pour nous. Voilà, la première qui est assez intéressante, c'est effectivement, on a parlé beaucoup d'applications mobiles, c'est pourquoi est-ce que on semble privilégier l'application mobile par rapport au site mobile, alors que les dernières technologies, notamment HTML5, permettent de faire énormément de choses avec ces sites. Donc vous avez raison, on a surtout parlé d'applications. Les applications mobiles, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce que consomment de plus en plus en fait les utilisateurs. On s'aperçoit que aujourd'hui, un utilisateur va plus naturellement, notamment pour certaines fonctionnalités, s'appuyer plutôt sur une application que sur un site mobile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de site mobile. Souvent, c'est parfois même la meilleure solution. Maintenant, c'est vrai que quand on a des objectifs de récurrence, quand on a des objectifs de personnalisation de l'expérience client, quand on a des objectifs également d'embarquer sur le téléphone mobile un certain nombre de fonctions qui sont disponibles, y compris hors connexion, ou encore quand on a besoin en fait d'accéder à des fonctions sophistiquées du téléphone qui sont spécifiques et embarquées sur le téléphone. C'est souvent pour toutes ces raisons qu'on fait une application mobile. Il y a une chose qui est également pas à négliger, et on en a rapidement parlé aujourd'hui, c'est le fait que non seulement les App Store sont une difficulté pour faire connaître son application, mais c'est aussi un nouveau modèle de diffusion de son application, complémentaire à ce qu'on connaît sur Internet, et c'est aussi un très bon moyen de monétiser son application, c'est notamment ce qu'ont compris des gens, par exemple, dans les médias, et donc c'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui nous semble important à considérer. Jean-Laurent, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, c'est ce que tu disais, effectivement, nous on avait identifié là, les 4 bonnes raisons donc, de développer une application, et comme tu le disais, donc, il y avait entre autres la monétisation, l'amélioration de l'expérience utilisateur par rapport au site mobile, et aussi effectivement il y a à pas oublier le côté notification push qui permet justement de conserver la relation avec son utilisateur, ce que ne permet pas un site mobile de manière aussi simple. Et puis également la place de choix naturellement qu'une marque peut avoir sur un device mobile du fait de la présence de son application sur un des écrans du smartphone, quoi. Oui. Alors l'autre question qui est aussi une question assez intéressante et sur laquelle on va essayer de répondre, je donnerai la parole ensuite aussi à Jean-Laurent pour compléter, c'est quoi les meilleures pratiques aujourd'hui en matière de récurrence d'utilisation d'applications? Alors effectivement, très bonne question. Je pense que là aussi on en a un petit peu effleuré le sujet. Je pense que la meilleure chose à dire sur ce sujet-là, c'est d'abord il faut bien comprendre comment les gens utilisent votre application. C'est une des choses, je pense, sur lesquelles Jean-Laurent pourra revenir, mais il faut bien comprendre, donc avoir des beaux outils aussi d'analyse et de suivi de l'utilisation de l'application. Ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose qui me semble vraiment importante, c'est le fait qu'une application, c'est pas quelque chose qui est fixe, qui est statique, ça doit être vivant. Et donc, c'est important de prévoir dès le début d'avoir une application qui va être évolutive, dont on va faire des mises à jour régulières et sur lequel donc on va pouvoir créer un intérêt à revenir pour avoir de nouveaux contenus. Une autre chose qui est ensuite vraiment extrêmement importante, et c'est là où aussi une application a vraiment un intérêt extraordinaire par rapport à un site web ou autre, c'est le fait que les push notifications, donc le moyen de communication de ces applications avec le client, qui sont ces fameuses notifications push, eh bien c'est un outil extraordinaire pour aller toucher le client. Alors c'est extrêmement dangereux dans la même manière parce que des notifications push qui sont adressées de manière un petit peu aveugle, de manière trop fréquente, de manière peu ciblée ou peu pertinente, eh bien, elles vont rebuter les utilisateurs. Donc, c'est vraiment important
à la fois de bien faire comprendre à l'utilisateur qu'il va gagner à souscrire à ces modifications et puis d'avoir les messages les plus pertinents par rapport à son utilisation, mais bien utilisé, c'est probablement aujourd'hui pratiquement la raison, s'il en fallait qu'une seule, c'est la raison clé pour avoir une application. Et bien évidemment, ces notifications, c'est aussi la façon que vous avez de faire revenir vos clients sur votre application, de leur montrer qu'est-ce qui est nouveau, de leur montrer qu'est-ce qui est intéressant dans l'application. Et si vous reprenez notamment le cas de Starbucks, vous verrez que avec les notifications, ils vont faire des quiz, ils vont faire des relances sur leur programme de fidélisation, ils vont faire des offres commerciales. Donc, si on prenait cet exemple tout à l'heure, on peut continuer là-dessus avec beaucoup d'exemples qui rendent justement la récurrence de l'application extrêmement importante. Et comme l'a dit Jean-Laurent aussi, je vais lui laisser la parole pour finir, la récurrence de l'application, c'est vraiment ce qui fera ou défera le retour sur investissement de votre investissement mobile, de votre application mobile. Et donc, c'est vraiment important d'investir sur tous les éléments qui peuvent favoriser cette préférence. Jean-Laurent, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, donc c'est vrai que tu as déjà assez bien résumé les atouts effectivement des applications et justement comment entraîner effectivement une référence d'usage. Moi, je reviendrai juste rapidement peut-être sur l'aspect du contenu, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on voyait, quand on demandait une bonne application, il arrivait assez tard, mais pour rappel, encore une fois, naturellement, pour avoir une récurrence d'usage, une application doit avant tout, son contenu doit avant tout répondre à un besoin, quoi. Que ce soit un besoin spontané, momentané, parce que c'est parfois le cas, hein, sur aujourd'hui certains services, on n'a pas forcément un besoin aussi régulier que ça, finalement. Je ne sais pas si je prends par exemple Allociné, naturellement, si on est un féru de cinéma, on va l'utiliser très régulièrement. Si on va au cinéma une fois par mois, on utilisera l'application une fois par mois. Après, aujourd'hui, il y a aussi l'aspect, effectivement, des fonctionnalités, de la manière dont est conçue l'application qui va jouer naturellement. Mais c'est sûr que quand on a un service qui répond à un besoin, on est plus ou moins assuré d'une récurrence d'usage. Encore une fois, qu'elle soit très régulière ou moins régulière. Ok. Écoute, merci Laurent. Ce qu'on va faire, c'est on va clôturer ce webinaire qui a déjà un petit peu débordé sur la nouvelle heure. Donc on va vous laisser terminer votre journée. Ce que, encore une fois, je vous propose, c'est de nous recontacter, soit Jean-Laurent, soit moi-même, si vous avez des questions complémentaires par rapport à tout ce qu'on vous a présenté. J'espère que tout ce qu'on vous a présenté a été intéressant, instructif et a essayé de vous présenter des choses que vous ne connaissiez pas forcément sur le mobile. Et encore une fois, Jean-Laurent et moi-même, on se tient à votre disposition pour en discuter plus, pour discuter de vos projets et pour vous aider à avancer sur le mobile qui, je pense que comme nous, vous intéresse et vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Donc, merci beaucoup de votre intérêt, de votre patience pour être resté quelques minutes de plus. Et puis, Jean-Laurent, merci à toi d'avoir participé. À très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.